Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. Est-ce que ça va vraiment mieux, comme le dit François Hollande? Difficile de l'affirmer au terme d'une semaine encore très tendue sur le front social, avec des manifestations, des blocages de raffineries, des pénuries dans les stations d'essence, des violences. Alors nous allons parler de ce climat social avec nos 4 invités réunis sur ce plateau. Jean-Yves Collet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Lyon et maire d'Avallon. Alain Suguenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Côte d'Or et maire de Beaune. Sandrine Mouret, qui est à côté de vous. Bonjour, secrétaire départementale de la CGT en Côte d'Or. Et puis Christian Pillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union départementale de la CFE-CGC en Saône-et-Loire. À la maison, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur notre site internet bourgogne.france3.fr et réagir sur Twitter, #LVEL Bourgogne. Alors pour entamer ce débat, je voudrais vous montrer Le Parisien aujourd'hui en France, du jour, qui a organisé une rencontre entre ses lecteurs et le Premier ministre, avec à la une donc Manuel Valls qui affirme « J'irai jusqu'au bout ». Jean-Yves Collet, est-ce que cette fermeté affichée à propos de la loi travail, c'est une bonne méthode pour favoriser le dialogue social ? Écoutez, je pense que le dialogue social, on en parlera tout à l'heure, à mon sens, il doit se développer, et en particulier au sein des entreprises, avec un taux de syndicalisation beaucoup plus fort qu'il n'est aujourd'hui. En tout cas, c'est ma conviction. On ne peut pas déléguer, c'est un peu comme en politique, quand les gens se décrochent trop de leurs représentants, il y a un problème. Donc on a un souci de ce point de vue en France, c'est que par rapport aux pays du Nord, par exemple, qui sont des grandes social-démocraties, historiquement, on n'a pas cette force de la représentativité au sein des entreprises. Moi, c'est ce que je vois à travers ce texte. Je pense qu'il faut qu'il aboutisse. Il porte les prémices de la sécurité sociale professionnelle en attachant les droits à la personne, alors que aujourd'hui on a des carrières très très multiples. On n'est plus dans une seule ou 2 entreprises au cours de sa vie. C'est très important. Donc je pense, moi en tant que parlementaire, on est saisi d'un texte. Oui, il faut aller au bout de ce texte. Nous avons encore du travail à faire. On va développer tout ça. Alain Suguenot, les propos du Premier ministre, ça me fait un peu penser à la formule que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais la formule d'Alain Juppé qui était droit dans ses bottes. Est-ce que vous avez l'impression que le Premier ministre actuel a raison d'afficher cette fermeté ? Il n'a pas le choix. Le président de la République lui-même et Manuel Valls se sont mis en corner depuis le début. Quand Manuel Valls parlait du 49.3, avant même que le texte n'ait une existence juridique, on ne s'étonne pas de la situation. Donc aujourd'hui, on est en face d'une situation de blocage. Le gouvernement ne peut plus reculer. Il a échoué quasiment depuis 2 ans sur tous les textes, soit parce que c'était le 49.3, soit c'était des décrets, soit ça a fait pchit comme la fameuse réforme constitutionnelle. Donc il n'a pas le choix. Et la CGT est dans la même position. Donc aujourd'hui, on est en situation de blocage et ce sont les Françaises et les Français qui en font les frais. Situation de blocage. Sandrine Mouret, alors le président de la République a affiché la même fermeté hier depuis le Japon où se tient le G7. Il a critiqué en creux la ligne très dure de la CGT. Je vous propose de l'écouter, vous réagirez après. Si le dialogue est toujours possible, il n'est jamais fondé sur un ultimatum. Et on ne peut pas accepter qu'il y ait une centrale syndicale, qui a son histoire, qui puisse dire ce qu'est la loi ou ce que ne doit pas être la loi. Moi, je suis pour faire respecter la loi, toute la loi. Celle sur le travail n'est pas encore la loi, puisque le texte va venir au Sénat, puis ensuite reviendra à l'Assemblée nationale. Et c'est dans ce cadre-là que les discussions doivent avoir lieu, et pour l'instant, nulle part ailleurs. Les syndicats réformistes ont non seulement participé à cette discussion sur ce texte, mais aujourd'hui considèrent que ce texte est un progrès. Et ce texte est un progrès pour le dialogue social, pour la négociation collective, pour l'emploi et pour les droits des salariés. Alors, ce n'est pas la CGT qui fait la loi de la République, disent François Hollande et Manuel Valls. D'autres syndicats, comme le rappelait le président, et notamment la CFDT, sont favorables à ce projet de loi. Vous appelez encore aujourd'hui à des grèves illimitées la semaine prochaine. Est-ce que cette stratégie très dure de la CGT ne va pas aboutir à une impasse, finalement, et au blocage dont parlait Alain Suguenot ? La CGT n'appelle pas à des grèves illimitées. Ce sont toujours les salariés dans les entreprises qui décident des mouvements de grève. La CGT, la Confédération, comme l'Union départementale ici, n'a pas un bouton et les salariés comme les syndiqués dans les entreprises, y compris CGT, n'obéissent pas au doigt et à l'œil. Et donc ce sont eux qui, dans les entreprises, en Assemblée générale, décident de la grève, comme c'est le cas dans certaines centrales pétrolières. Par contre, ce que je voudrais quand même remarquer, c'est que lorsque le président de la République parle
de négociation, il n'y en a pas eu sur l'avant-projet de loi. On a eu, en tout et pour tout, 2 heures de rencontre avec la ministre du Travail. Point. Sans avoir le projet de loi en main. C'est tout. Ça, c'était au tout départ. Ah oui, mais c'est tout. Après, le projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale. On connaît la démarche de dialogue social et de respect, je dirais, de la démocratie des parlementaires à l'Assemblée nationale, puisque les parlementaires n'ont même pas eu le temps de discuter, d'arriver au bout de l'article 1 avant que le gouvernement sorte la suppression des votes, des amendements et après le 49.3. Donc en termes de dialogue, c'est quand même un peu limité. Deuxièmement, il faut savoir que les organisations syndicales qui sont dans le mouvement actuellement ont adressé une demande au président de la République de rencontre le 20 mai. Jusqu'à présent, elle est restée lettre morte. Donc, bien évidemment, nous, la CGT, avec les autres organisations syndicales et les salariés, être en grève, c'est pas une partie de plaisir. Mais on voit bien que là, on est en désaccord profond sur ce projet de loi. On est en désaccord profond sur ce projet de loi qui va chambouler complètement le droit du travail des salariés. Et donc, on ne parle pas d'une loi du travail, on ne balaye pas d'un revers de main les propositions des autres organisations syndicales, et y compris la sécurité sociale professionnelle, qui est une proposition de la CGT depuis longue date. Alors, on va en reparler dans l'émission. Finissons ce tour de table avec vous, Christian Pillot. Alors, il y a cette fermeté du gouvernement, et en même temps, Manuel Valls dit, et notamment dans son entretien, que la porte est toujours ouverte, et qu'il est toujours prêt à la discussion. Est-ce que, selon vous, il y a encore un compromis possible avant cette fameuse deuxième lecture à l'Assemblée nationale ? La CFE-CGC a toujours été un syndicat de proposition, et c'est la raison pour laquelle on ne s'associe pas aux démarches de la CGT actuellement, et en particulier aux divers blocages qui ont lieu un petit peu partout en France. Nous restons sur une position de négociation gagnant-gagnant. C'est ce qu'on espère. Donc on souhaite très vivement effectivement un assouplissement de la part du gouvernement pour réouvrir des discussions. Et actuellement, notre démarche autour de cette loi travail, c'est de faire du lobbying auprès de nos élus locaux, députés et sénateurs. Notre confédération a demandé à nos présidents de région de rencontrer nos sénateurs. Les présidents d'union départementale dont je suis rencontrent les députés ou leur envoient régulièrement des courriers avec les propositions que nous avons faites sur chacun des articles de cette loi, sur laquelle nous ne sommes effectivement pas d'accord, nous ne sommes pas prêts à l'approuver telle qu'elle est. Il y a un certain nombre de choses qui nous hérissent le poil. Et par contre, on est dans une phase où on privilégie la négociation et on veut, entre parenthèses, quelque part, essayer de nous appuyer sur nos élus locaux pour faire avancer les choses. Alors, on parlait du fond de la réforme. Sur la méthode, alors vous avez organisé, Sandrine Mouret, une 8e journée de mobilisation, c'était jeudi. On n'a pas l'impression que les cortèges soient très fournis. Est-ce que c'est pour ça que vous organisez parallèlement des blocages de raffineries qui nécessitent finalement moins de monde pour vous faire entendre ? Alors, la mobilisation, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de salariés qui sont en grève. Et là, notamment la dernière, il y avait beaucoup de salariés en grève qui ne viennent pas forcément dans les cortèges. Il faut savoir aussi que lorsqu'on est en grève dans une petite entreprise qui est en Côte d'Or, néanmoins, beaucoup d'entreprises sont des entreprises de moins de 100, voire moins de 50, et il est très difficile pour un salarié dans des petites entreprises de se mettre en grève. C'est vrai, c'est une réalité, et ça, on le sait. Et on continue les mobilisations, mais il faut savoir que c'est simplement la partie émergée de l'iceberg. Dans les entreprises, là où on est implanté, bien évidemment, et on essaie de rencontrer les salariés là où on n'est pas, on essaie de discuter avec eux du projet de loi et des incidences sur leur quotidien au travail. L'inversion de la hiérarchie des normes, les négociations, c'est-à-dire les négociations sur les heures supplémentaires. Les incidences, c'est eux. Les salariés ne sont pas bêtes. Quand vous avez quand même une majorité des salariés et des Français qui sont contre ce projet de loi, je veux dire, la CGT toute seule n'a pas vocation à influencer l'ensemble des salariés en France. Oui, on a quand même l'impression qu'on assiste aussi à une guerre syndicale, puisqu'on sait très bien que la CFDT, en partie, a tenu la plume de la nouvelle mouture de la loi El Khomri. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, personne n'est satisfait, puisque ce n'est plus le texte initial qui aurait pu satisfaire
y compris un parlementaire comme moi. J'aurais pu voter, à mon avis, l'essentiel de la loi El Khomri dans sa première mouture. Par contre, bien évidemment, aujourd'hui, comme la CFDT, l'UNEF et d'autres ont rédigé le texte, je me mets à la place de la CGT, qui se retrouve aussi, on parlait du corner tout à l'heure, mais dans cette situation très difficile. Si jamais la CGT ne remporte pas sa partie de bras de fer, y compris avec des blocages qui sont un peu désastreux pour l'image de la France, il n'empêche que c'est CFDT qui, par définition, prendra le leadership. C'est aussi grave que ça. Donc c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est un poker menteur dans lequel le gouvernement s'est effectivement mis, et on est dans une seringue. Et le drame, je le disais tout à l'heure, c'est que la France, qui va déjà pas si bien que ça, on va peut-être en parler, va de moins en moins bien, et ça va effectivement pas beaucoup mieux. Jean-Yves Collet, je voyais sourire. Oui, je souris parce que, si vous voulez, on a toujours en France une manière d'expliquer comment les choses se passent a posteriori qui est assez curieuse. Avant même que le projet de loi n'existe et ne soit déposé à l'Assemblée, on accusait déjà le gouvernement et sa majorité de vouloir faire travailler les enfants et de revenir au XIXe siècle. Alors, évidemment, quand les syndicats informent sur un projet, j'avoue que je suis un peu déçu, parce qu'on peut avoir des accords. Il y en a un de fond sur ce problème des accords d'entreprise qui mérite effectivement, éventuellement, qu'on s'oppose avec des conceptions différentes. Mais on raconte aussi beaucoup de choses pour faire peur et pour mobiliser et pour angoisser tout le monde, qui ne sont pas dans le texte. Parce que le 49.3, c'est pas l'arme préférée des parlementaires au plan institutionnel, personne. On a vu dans l'histoire d'ailleurs qui l'a utilisé, et on peut renvoyer tout le monde à cette histoire-là. Mais on a quand même apporté au texte plusieurs centaines d'amendements. Donc dire qu'il n'y a pas eu de débat, c'est une manière d'habiller les choses. Le débat a été écourté parce qu'on a constaté, enfin le gouvernement a constaté, qu'effectivement, il y avait une coalition des contraires entre la droite et les communistes au Parlement, qui était une alliance de la carpe et du lapin destinée à faire durer le plaisir et à faire échouer une discussion qui avait largement eu lieu. Donc, on est encore dans une phase d'élaboration du texte. Il y a des désaccords de fond, c'est vrai, mais le Sénat et l'Assemblée ont encore du travail devant eux. Maintenant, il faut effectivement qu'on tranche ce débat de fond. Moi, je pense que la loi reste la loi, mais vous conviendrez avec moi que tous les 5 ans, la loi, elle peut changer aux fonctions des majorités. Alors qu'en revanche, un accord d'entreprise, quand il est majoritaire, quand il a été conclu solidement, avec des syndicats bien implantés et des salariés motivés, eh bien, on ne revient pas comme ça dessus. Donc, il n'est pas évident pour moi que ce que vous appelez l'inversion de la hiérarchie des normes se fasse nécessairement au détriment du progrès social. Alors, on va développer ce point-là. Christian Pillon, vous voulez... Je voulais intervenir sur les propos de M. Collet. Les accords d'entreprise, certes, mais dans une entreprise structurée où on a 200 ou 300 salariés avec une représentativité syndicale importante, on pourra avoir des accords d'entreprise qui auront une certaine valeur parce qu'il n'y aura pas de lien de subordination directe entre les négociateurs de ces accords et le patronat. Par contre, dans les PME, comment est-ce qu'on fait ? Donc, si on veut absolument privilégier les accords d'entreprise au détriment des accords de branche, qu'est-ce qui va se passer dans les PME ? Là où vous avez un patron qui a un peu de poigne, il va prendre ses 5 salariés et puis leur dire maintenant c'est comme ça, point barre. Donc, nous, on s'oppose à ce genre de choses. On voudrait revenir à ce que les syndicats représentatifs et même on souhaiterait une plus grande représentativité et une plus grande diversité des syndicats. On ne veut surtout pas la bipolarisation de l'action syndicale en France, parce qu'on a vu ce que ça donne au niveau politique, c'est la remontée des extrêmes. Donc on veut que les syndicats puissent continuer à participer aux accords, et y compris dans les PME où il n'y a pas la structure pour le faire en interne. Alors justement, expliquons peut-être aux téléspectateurs, parce que c'est vraiment l'article 2 là, qui cette semaine a été l'objet un petit peu de toutes les crispations. Vous parlez d'une inversion de la hiérarchie des normes. En gros, c'est un accord d'entreprise qui sera plus important et qui pourra déroger aux règles établies par les branches ou par la loi. C'est bien ça. Alors, où est le danger finalement ? On peut peut-être l'expliquer aux gens. Où est le danger ? Puisque ça ne pourra pas se faire sans l'accord des syndicats, qui sont, soi-disant, les représentants des salariés. Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs choses entre les accords majoritaires et les accords majoritaires. Vous savez que la CGT a signé, dans les accords 2008, a signé effectivement le principe et est d'accord avec le principe des accorts majoritaires. Justement, vous en signez d'ailleurs. Ah oui, bien évidemment. La CGT signe des accords d'entreprise, bien évidemment, et de nombreux, et beaucoup. Mais alors pourquoi cette opposition ? Attendez, je continue, puisque les accords majoritaires, on est d'accord. Pourquoi, dans ce texte de loi, arrive, on ne sait pas pourquoi, le principe du référendum ? C'est assez surprenant. Et je vous cite la réponse de Mme El Khomri, parce qu'il faut bien une soupape de sécurité.
Ça veut dire quoi, une soupape de sécurité? C'est ce qu'elle nous a dit En gros, lorsqu'on l'a rencontrée. Vous craignez qu'on efface les syndicats, alors? Mais non, mais si vous voulez, puisque le gouvernement part du principe que les syndicats sont légitimes dans les entreprises parce qu'ils sont élus par les salariés. Dès lors où il y a un ou plusieurs syndicats qui représentent 50%, ils signent des accords. Ils sont légitimes puisqu'ils sont élus par les salariés. Tout à fait. Que vient faire là le principe du référendum? J'aimerais bien qu'on m'explique. Alors, La soupape de expliquez-nous, Jean-Yves sécurité. Collet. Bon, écoutez, c'est un petit peu comme ce qui se passe au Parlement. On pourrait dire, mais attendez, l'Assemblée nationale représente le peuple, on a voté une fois, pourquoi diable aller au Sénat? Bon, il y a une possibilité à la main des syndicats, au même niveau d'ailleurs que l'étaient avant les accords, c'est-à-dire à 30% de représentativité, pour reposer la question sous voie de référendum pour le cas où ces syndicats représentant au moins 30% des salariés jugeraient que l'accord d'entreprise n'est pas aussi favorable que ça. Donc c'est une manière aussi de garantir que par l'allant de subordination que vous citiez, qui existe, on n'est pas complètement naïf, on n'est pas des accords majoritaires avec des syndicats dont on peut imaginer qu'ils s'en créent. D'ailleurs, ça s'est vu dans l'histoire, hein, c'est aussi un risque en matière d'organisation du pays au plan social. Bon, c'est pas une soupape, c'est une voie de recours. C'est une voie de recours. Et rien ne dit que cette voie de recours soit majoritairement utilisée et aboutisse à des résultats différents de ceux que les syndicats majoritaires auront signés. Et un point important, vous nous confirmez que ça vient, s'il y a référendum, ça viendra du syndicat? Ben, ça viendra Ou de des syndicats représentant au moins 30% du personnel, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui suffit à faire un accord d'entreprise. Donc, je trouve que c'est un recours qui n'est pas diabolique par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Le lien de subordination que cite le représentant de la CGC, il existe. On n'est pas naïf. C'est pour ça qu'on prévoit le mandatement. C'est pour ça qu'on souhaite aussi que sur ce développement du syndicalisme en entreprise, les accords de branche évoluent peut-être aussi davantage, parce que il y a quand même une hiérarchie, même s'il y a des dérogations possibles par accord majoritaire. S'il n'y a pas d'accord, on en revient à l'accord de branche et on en revient à la loi. On n'est pas au milieu de rien. Est-ce que vous vous rendez compte du débat byzantin dans lequel on est tombé? À quoi servait la loi? À quoi elle devait servir? À faire qu'on puisse, dans ce pays, pour une fois, avoir un texte qui permette à un employeur de se dire, après tout, je n'ai pas peur, et dans ces questions, j'embauche. C'était pour lutter contre le chômage. D'alléger le code du travail. Bien sûr, oui, mais c'était surtout déjà pour permettre l'allègement du code du travail. C'est toujours l'objectif affiché par le Premier ministre. C'était pour se battre sur le front, bien évidemment, de l'emploi, pour faire qu'il y ait moins de chômeurs. Ça sert à ça. Sinon, la loi sert à rien. Donc on est bien d'accord, c'est pas pour avoir un débat byzantin entre les syndicats ou le Parti socialiste. C'est effectivement pour qu'il y ait une efficacité au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, si on revient sur l'article 2, j'ai cru comprendre que c'était grosso modo ce qui était sous roche aujourd'hui pour éviter ce blocage, mais le mal est déjà fait. Je crois que concrètement, si on revient là-dessus, à ce moment-là, le texte ne sert à rien. Et je rejoins quasiment la CGT, exceptionnellement. C'est que si le texte ne sert à rien, pourquoi en tous les cas continuer à s'arc-bouter? Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, parce que le gouvernement, sinon perd la face, et le quinquennat est déjà terminé, mais il sera en tous les cas terminé par anticipation. Et donc on est dans un débat strictement politicien ou technique qui aujourd'hui n'a rien à voir avec la jeunesse de la loi. On se retrouve comme dans le débat Macron, et ça finit de la même manière. Ça fait pchit, exactement, 49.3, même procédure, et on s'aperçoit tout simplement que pendant ce temps-là, la France va pas bien, et que dans ces conditions, aujourd'hui, un chef d'entreprise, j'ai eu l'occasion encore d'en entendre toute cette semaine, nous dit clairement, cette loi, on n'en veut pas, parce qu'elle ne sert à rien. Et dans ces questions, elle risque que pour les PME, autant les plus grosses entreprises peuvent peut-être s'y retrouver, parce qu'effectivement, il y a peut-être une certaine souplesse, autant les petites entreprises qui sont créatrices d'emplois dans ce pays disent clairement, aujourd'hui, c'est tellement compliqué, c'est tellement flou. Si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais il compte sur vous pour tout expliquer. Comment? Non, il compte sûrement sur M. Suguenot pour leur expliquer de façon tout à fait objective. C'est pour moi, mais en tous les cas avec vous, je crois qu'aujourd'hui, ils sont découragés à dire. J'ai un exemple, mais comme vous en avez, sur une entreprise en plus, une petite entreprise qui est vers chez vous. Il y a un mois à peu près, le chef d'entreprise dit à ses salariés, voilà, la loi n'est pas passée encore. Hein. Voilà, on a des commandes, mais il faut qu'on baisse les prix. Donc, je vous laisse le choix. Faites des heures supplémentaires. Je ne vous les paye pas. Si vous n'acceptez pas, je suis obligé de licencier 2 personnes. Voilà. Ça, c'est la négociation qui va s'entamer dans les petites entreprises. Imaginez, donc, c'est illégal de ne pas rémunérer les heures supplémentaires pour le moment. Donc, imaginez la pression qu'il va y avoir après cette loi, si elle est adoptée, dans les petites et moyennes entreprises. La pression sur les salariés et les délégués du personnel. Les délégués syndicaux, quand ils vont aller en négociation,
ils vont aller en négociation, effectivement, pour éviter le moins-disant social, parce que ça impacte, certes, les salariés, mais également les petites entreprises. Il va y avoir un véritable dumping entre les salariés et les entreprises qui vont réussir à arracher de la négociation moins-disant sur la rémunération des heures supplémentaires. Les entreprises qui sont sur le même marché, qui ont le même donneur d'ordre, il va falloir qu'elles s'alignent, et par le bas. Donc ça mécontente et c'est un danger, y compris pour les salariés et les négociations, les délégués du personnel dans les entreprises, mais également pour les petites et moyennes entreprises. Et des exemples comme ça, on en a à foison, des négociations telles qu'elles s'entament aujourd'hui. Vous venez de le dire, c'est pas la loi qui crée ça. Moi, mais déjà, ils dérogent à la loi. Mais imaginez, cette loi leur ouvre la porte. Et en plus, c'est néfaste pour les entreprises, entre elles. Cette loi permet un dialogue plus approfondi et un renforcement de la représentation syndicale. Et le rapport de force ne va pas disparaître. Vous connaissez pas le monde du travail, vous ne savez pas comment ça se passe dans les entreprises. Je ne crois pas. Sincèrement, je chère crois pas. madame, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Alors, le couplet, parce que j'ai une cravate de dire je ne connais pas le travail, vous pouvez le garder. Sinon, il est très bien, c'est le tract CGT classique. Vous ne parleriez pas comme ça des négociations dans les entreprises. J'en ai fait. Notamment dans les moyennes J'en ai fait des négociations en entreprise. Bon, voilà. C'est comme ça, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais je ne nie pas le rapport de force. Je le connais, le rapport de force. Je le connais, le rapport de force. Il y a des caricatures qui font sourire et d'autres qui lassent un peu, figurez-vous. Donc, il s'agit globalement de s'écouter quand on parle. Je sais que c'est difficile pour vous. Il s'agit globalement, dans le rapport de force et de subordination qui existe entre l'employeur et l'employé, de renforcer la force du syndicat. Si en Allemagne, IG Metall obtient 5% d'augmentation des salaires, ça n'est pas dans le modèle syndical de la France avec 7% de syndiqués. C'est dans un autre modèle. Je ne nie pas que ce sera difficile de passer de l'un à l'autre. Je ne nie pas que la puissance de frappe et de blocage d'un syndicat comme la CGT y perdra un peu des plumes, mais globalement, les salariés, en passant à un modèle de plus forte représentativité, iront ensuite à la négociation dans un climat un petit peu apaisé, parce que la diabolisation de la PME, où on fait absolument n'importe quoi sous la pression de tout le monde, c'est pas non plus ma vision du chef d'entreprise et des salariés. Il y a des difficultés, je ne les nie pas, mais il ne faut pas non plus caricaturer tout le monde. Alors, je vais aller dans votre sens avec la CFDT. On l'a dit, elle est plutôt favorable à la loi et à cet article notamment parce que selon elle, il favorise le dialogue social au contraire. Alors, et Laurent Berger, lui, s'est demandé cette semaine, on a pu le voir dans la presse, il s'est demandé si les opposants à la loi n'ont pas peur de l'expression des salariés. Alors, est-ce que vous avez peur de l'expression des salariés finalement, messieurs, dames, qui représentent les syndicats? Moi, je pense qu'on n'a absolument pas peur de l'expression des salariés. Encore faut-il qu'ils puissent s'exprimer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans les PME de quelques dizaines de salariés, généralement, il n'y a pas de représentation syndicale. Moi, je suis très proche du terrain. Je vais signer des accords de négociation de protocoles électoraux dans les entreprises. Dans la plupart des entreprises, il n'y a pas de représentation syndicale. Donc, il y a des gens qui éventuellement se présentent à titre de candidat libre, à titre individuel, mais ces gens-là, ils n'ont rien derrière eux. Ils n'ont pas la structure d'un syndicat, la protection juridique qu'on peut avoir pour négocier valablement quoi que ce soit. Il y a les branches derrière, du coup. Ou la connaissance de la Pour l'instant, il y a les branches. Voilà, il y a les accords de branche. branche. Donc si on minimise l'influence des accords de branche par rapport à des accords signés en entreprise, on va vers du grand n'importe quoi. Je suis désolé. Et les entreprises, les plus petites entreprises, les TPE où on a 3 salariés, ils seront à la merci du chef d'entreprise. Donc c'est aussi des caricatures. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils sont plutôt là pour faire fonctionner l'entreprise, pour créer, pourquoi pas des emplois quand ils ont un carnet de commandes. Ce débat-là, autant il existe peut-être dans les grosses entreprises parce qu'il y a des pratiques un peu différentes, mais moi je voudrais quand même prendre la défense des PME parce que c'est celles-ci qui vont créer des emplois demain. Je crois qu'aujourd'hui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est que dans la situation, dans la situation dans laquelle on est, le drame c'est que ce débat-là, je le disais tout à l'heure, a tellement obscurci aujourd'hui la situation qu'on pouvait peut-être imaginer, je pense qu'on va en parler, qu'il peut y avoir une reprise, pourquoi pas sur le front de l'emploi, parce qu'on le souhaite tous, c'est pas parce qu'on est on va en parler en deuxième partie, mais ça avance vite, ça. Mais c'est le débat, c'est le même sujet. C'est la raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, la pire des choses, c'est d'amener, entre guillemets, cette confusion qui fait que l'employeur, qui était peut-être prêt, si le carnet de commandes commence à se remplir, à embaucher, aujourd'hui, je peux vous dire que depuis quelques temps, il n'a pas tellement envie. Il nous reste 3 minutes avant la pause. Pour revenir à la genèse, effectivement, de ce projet de loi, rappeler que l'objectif initial du gouvernement était, soi-disant, que ce texte de loi devait créer de l'emploi partout et protéger les salariés. Tous les économistes disent très bien que cette réforme du Code du travail ne créera pas d'emploi.
Ce n'est pas ça qui crée des emplois. Et bien évidemment, on est d'accord, c'est bien le carnet de commandes qui l'écrit, et pas la flexibilité des salariés dans les entreprises. Et ça, ce n'est pas la CGT qui le dit. Bon, je ne vous mettrai pas d'accord ce matin, hein, je m'en doute. Comment on sort de cette crise ? Vous avez 2 minutes au total. Comment on va sortir de cette crise ? Hors le dialogue. On a tendu une perche, donc les organisations syndicales ont tendu une perche au président de la République. On aimerait le rencontrer, ne serait-ce que. Mais vous avez rencontré Christophe Sirugue, enfin les syndicats ont rencontré il y a eu des le auditions, rapporteur il y a eu des auditions à maintes l'Assemblée reprises, nationale. donc vous avez pu dire ce que vous voulez. Mais nous, ce que l'on souhaite, c'est de vraies négociations sur un code du travail. Un code du travail réellement protecteur pour les salariés. Mais Christophe Sirugue, lui, il dit que la CGT ne veut pas discuter. Oui, mais si. On n'aurait pas envoyé la demande à M. Hollande de le rencontrer avec les autres organisations syndicales et avec toutes les organisations syndicales. On est prêt à le rencontrer pour travailler et discuter d'un réel code du travail digne du XXIe siècle et protecteur pour les salariés. En quelques mots. 49.3, Christophe Sirugue, comme tous les parlementaires, il n'y peut mettre. Je crois que c'est effectivement bien au gouvernement de prendre ses responsabilités. Oui, mais il y a une deuxième lecture. Avant la deuxième lecture. Mais enfin, d'ici là, très honnêtement, il y aura du mal de fait. Le Sénat va de nouveau discuter. Quelle sera la position du gouvernement par rapport à ça ? C'est pour ça que tout le monde essaie de sortir de cette impasse aujourd'hui. Et je crois qu'il serait temps de le faire parce que ça ne peut plus durer. Je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre une décision. Il y a l'euro qui arrive aussi, c'est ça ? L'euro, non, très honnêtement. Si c'est effectivement que l'euro qui est dans ces conditions, même si j'ai beaucoup d'admiration pour le football, même si je pratique mais plus. Ça compte. Oui, d'accord, mais j'espère qu'on dépasse ce cadre-là quand il s'agit cette fois-ci des emplois des Français et bien sûr de la croissance et de l'état de notre pays qui ne va pas bien. Monsieur Billot, oui. Je voudrais dire un mot, parce que moi j'ai rencontré personnellement Christophe Sirugue autour de ce premier projet de loi, puisque ça remonte à 3 semaines maintenant. Ce qu'on a constaté lors de la réunion avec Christophe Sirugue, c'est qu'apparemment la CFDT qui était présente à cette réunion avait, je dirais, s'était fortement impliquée dans la rédaction du texte. Ce que disait M. Signon. Et que, effectivement, Christophe Sirugue, bien qu'il semble avoir quelques penchants pour les amendements qu'on souhaitait apporter à ce texte, se retranchait un petit peu derrière ce qui avait été signé, enfin ce qui avait été écrit à l'époque. Et finalement, on a eu l'impression que il était un petit peu assis entre deux chaises, pour parler vulgairement. En 30 secondes, comment le gouvernement va s'en sortir ? Attendez, c'est ce que vous venez de dire, c'est le Parlement qui vote. On est en 5e République, il y a des tas d'outils pour voter, ne pas voter, etc. Mais en fin de compte, moi, je trouve que si vous voulez, la dramaturgie qui consiste à dire il faut que le président de la République entame, lui, une négociation alors que le Parlement est saisi d'un texte, c'est une vision des institutions de notre pays que je ne partage pas. Moi, je pense que c'est le Parlement qui fait la loi et que tant que le vote n'est pas fini, le travail avec le rapporteur, avec les parlementaires est ouvert. Et qu'on le tranchera par le vote. Merci, on va faire une pause. C'est l'heure du flash régional. Il est présenté ce midi par Elsa Bezin. On reprend la discussion.